Il est 8h37, vous écoutez toujours Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3. Il fait toujours 1 degré actuellement dans la région de la capitale nationale et ça devrait rester comme ça toute la journée. Température stable aujourd'hui, puis ensuite le mercure va se mettre à descendre ce soir et cette nuit pour atteindre des températures hivernales assez piquantes ce week-end et surtout en début de semaine prochaine. Depuis la rentrée, en septembre, on a reçu Sandrine Lambert, doctorante en anthropologie, qui travaille à l'Université Laval. On l'a reçue aux 2 semaines pour une chronique qui s'appelle Technopolitique, qui a eu son petit succès sur les réseaux sociaux. On avait de longues, profondes et très belles discussions donc sur différents sujets où c'est ça qui implique le devenir de nos sociétés en lien avec les nouvelles technologies. Et à l'occasion, elle a amené son... C'est-tu ton patron, Martin? Est-ce que c'est ton boss, on pouvait le dire comme ça? Martin Hébert qui est directeur... Non, on va vraiment pas dire ça comme ça. Ils n'ont pas ce genre de rapport, là. Mais Martin Hébert, qui est directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval. Et on les a tous les deux pour une dernière fois aujourd'hui parce que Sandrine va quitter la région de Québec pour aller ailleurs, pour aller travailler dans le bout de Montréal. À partir de janvier, donc, on n'aura plus droit à ses lumières, en tout cas pas sur une base régulière, mais elle va peut-être repasser ici à Québec, puis on pourra toujours l'inviter. Par contre, Martin, lui, va se joindre à l'équipe. Il va continuer de faire vivre cette belle tradition-là, Québec Réveil, des discussions anthropologiques avec moi aux 2 semaines pour une nouvelle chronique dont on vous donnera les détails à la rentrée en janvier. Mais pour aujourd'hui, on a un beau sujet donc pour conclure cette année 2024 et cette dernière chronique anthropologique. Vous allez nous parler, puis je vais vous laisser faire le saut là, parce que je sais qu'on va partir des fameux disques d'or. Je vais même vous laisser expliquer c'est quoi. Je l'ai dit en introduction d'émission. Ce sont des disques qui sont sur les flancs des sondes Voyager 1 et 2. Expliquons d'abord aux gens ce que c'est. Peut-être Sandrine ou Martin, là, je vous laisse là. OK. Oui, on peut tout à fait y aller. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, dernière chronique technopolitique et ça va être une chronique avec laquelle on va se sentir bien. Là. On veut y aller positif. On va finir ça en beauté. Tu promets toujours des notes. On va terminer ça sur une note d'espoir. On en reparle à la fin. Ça devient toujours dark assez vite. Ça le sera pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, bon. Non, c'est ça ne sera pas aujourd'hui. Oui, c'est une promesse qui va être tenue. Oui, absolument. Donc, on va parler des sondes Voyageurs 1 et 2, comme tu l'as dit. Donc, ce sont des sondes qui ont été lancées en 1977. Alors, tu vas me dire pourquoi on parle d'une vieille affaire comme ça. Mais en fait, on en a beaucoup entendu parler, en tout cas, si on y prête intérêt, mais dans les nouvelles dernièrement, parce que elles ont été silencieuses quelque temps, mais il y a eu des signaux qui ont à nouveau été émis. Et c'est aussi l'objet qui est le plus loin de la Terre désormais. Donc, c'est à 24 milliards de kilomètres. J'ai bien du mal à me représenter ce que ça fait, mais c'est loin. C'est très, très loin. Et donc, ces sondes, donc il y a eu un sursaut à ce moment-là. Et puis, la fin des transmissions est très très proche. Et ce qui est intéressant, ce qui fait qu'on en a parlé un peu sans arrêt depuis ces années-là, depuis presque 50 ans maintenant, c'est effectivement, comme tu l'as dit, ce projet qui était lié aux sondes du Golden Record, le disque d'or qui a été apposé à ces sondes-là, donc Voyager 1 et 2, qui est un projet en soi assez unique, dans lequel on a essayé d'envoyer de l'information donc de l'information sous forme de sons, de musique et puis des salutations qui ont été faites dans les différentes langues du monde. Une cinquantaine de langues, je pense. Exactement, dans une cinquantaine de langues, avec cette idée de pouvoir donner une impression de l'humanité, en tout cas des habitants de la planète Terre, telle qu'on est à une hypothétique intelligence ou une forme de vie ailleurs, extraterrestre, qui se situerait ailleurs. Ouais. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vaisseaux spatiaux ont toujours eu des plaques d'identification. Mais c'est un peu comme une plaque sur une voiture, etc. Ouais. Et justement, dans les années 70, il y a des chercheurs planétaires, notamment le communicateur scientifique bien connu, Carl Sagan, qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette plaque-là pour aussi en faire une salutation. Donc, il y a eu la première expérience sur les sondes Pioneer, les plaques qui ont été faites en 3 semaines. Donc, ça a été un exercice très, très rapide, un peu improvisé, etc. Pioneer, ça s'en allait où, ça? Pioneer faisait aussi des
Des voyages des voyages vers le système solaire extérieur. Extérieur, d'accord. C'était Jupiter, Saturne, puis les satellites. En gros, les mêmes planètes que Voyager va visiter plus tard. Et l'idée était de dire, tant qu'à envoyer des objets comme ça dans l'espace, pourquoi pas aussi y inclure une salutation d'une certaine forme dans l'éventualité qu'un jour cet objet-là soit récupéré. Mais évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de spéculer sur d'hypothétiques extraterrestres qui trouveraient ces sondes-là dans 1 million d'années, mais ce que ces plaques-là disent aux humains. Ouais. Donc, juste d'inclure ce genre de message-là sur la sonde, déjà a provoqué toute une réflexion en disant, qu'est-ce qu'on met sur la plaque, qu'est-ce qu'on communique, comment on se présente au reste de l'univers. Donc, il a été dit souvent que le premier public de ces plaques-là est en fait l'humanité sur la Terre. Ouais. Et ça en fait une question très profondément anthropologique aussi, c'est-à-dire qui est-ce qu'on est, comment on se représente. Aussi, un autre trait qui est assez marquant, c'est, même particulièrement pour les années 70, c'est la volonté d'être inclusif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour représenter l'humanité d'une manière, justement, qui rende compte de notre diversité. Évidemment, c'est un défi considérable. Parce que c'est les Américains, évidemment, qui pilotaient ces 2 missions-là. C'est la NASA. Absolument. À une époque où les Américains sont... il y a la guerre froide là, avec l'Union soviétique, mais ils sont quand même dominants dans leur sphère, là, les États-Unis. Donc ça aussi, c'est important. C'était de savoir que le message partait quand même des États-Unis, mais qu'ils nourrissaient quand même cette ambition-là d'être le plus inclusif possible. Oui, qui n'était pas un réflexe naturel, effectivement, surtout dans la période de la course vers les étoiles. Donc, il y a cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour représenter non seulement la diversité de l'humain, mais qu'est-ce qui rend l'humain unique? Donc, il va y avoir, notamment, après les sondes Pioneer, les disques dorés sur les sondes Voyager vont contenir beaucoup plus d'informations. Ce sont des micro-sillons, littéralement. 66,6, donc un 33 tours x2. Donc, ils ont comme fait des sillons plus petits et qui permettaient de mettre 90 minutes de musique, des images, etc. Et là, justement, ça a été de faire le choix. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix-là a été de mettre de l'avant ce que les concepteurs des disques voyaient comme le meilleur côté de l'humanité. Donc, la représentation qui est faite, c'est vraiment une carte de visite, presque une infopub à leurs yeux là, pour l'humanité. En disant, on va vous parler de ce qu'on fait bien, disons. C'est très beau aussi. Il faut dire que sur le disque, il y a les indications pour les extraterrestres. C'est toujours drôle de dire ça. Mais sur la façon d'utiliser le disque, la façon de le faire jouer. Puis allez voir sur Google, tapez Golden Disc Voyager, puis vous allez avoir une flopée d'images de ces disques-là avec les indications qui ont été mises dessus, qui nous apparaissent un peu incompréhensibles parce qu'évidemment on n'utilise pas des lettres. Là, je veux dire, c'est pas du, ça ressemble à des dessins un peu égyptologiques. Là, ou tout un peu. Donc, ces messages-là ont comme 2 composantes. C'est-à-dire, la première, c'est la connexion, supposément, avec une intelligence extraterrestre à travers des faits de nature. Donc, il y a l'atome d'hydrogène, par exemple. Il y a des règles mathématiques de base. Un petit point, puis un autre petit point à côté. Puis là, vous avez 2 petits points collés. Donc, 1 + 1 = 2 pour montrer qu'on est... et une fois que cette connexion-là est faite, c'est l'idée de leur parler de nous, supposément. Oui, c'est ça. Il y avait finalement 2 défis dans ce projet-là. Il y avait à la fois comment on se représente nous-mêmes, mais aussi, comme tu le dis, comment on communique aux autres dans la question du langage qu'on va employer. Donc c'est ça, c'était un langage plus, on va dire, mathématique, qui serait même compliqué à décrypter pour nous si la sonde revenait sur Terre. Mais donc c'est ça, c'est à la fois parler de nous, mais savoir comment on en parle. Et puis il y a aussi l'idée d'une perspective sensible, donc d'y aller avec d'autres éléments comme la musique et comme d'autres choses pour parler de nous. Et donc Martin le disait, donc pas de velléité, on représente pas la guerre, mais par contre, il y avait une volonté de se représenter en travaillant en communauté, plus que l'individu lui-même, de voir ces éléments de coopération. Et puis, ce qui distingue
cette épopée-là, ce projet humaniste autour du Golden Record, c'est qu'effectivement, ça se distingue vraiment des missions qui ont été réalisées avant et après. C'est-à-dire qu'il y a eu les missions spatiales avant, au moment d'Apollo, qui avaient beaucoup plus l'ambition, comme tu le disais, de planter le drapeau puis de revendiquer des choses au niveau national. Et puis, il y a aussi toute cette aventure spatiale qui est très reliée à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, puis à la guerre froide. Et ensuite, il y a vraiment une transition qui est, pas une transition, mais c'est vraiment un moment unique, le fait de vouloir rentrer en dialogue avec d'autres personnes et puis d'être dans cette démarche de s'ouvrir, de tendre la main, d'être dans cette perspective-là, par rapport aussi à ce qui se fait aujourd'hui. On en a parlé avec ces astro-capitalistes comme Elon Musk, où là, on est dans une volonté conquérante. Donc, effectivement, ce projet s'inscrit vraiment dans quelque chose de très, très différent, on va dire moins nationaliste que les précédents, pas dans une perspective non plus narcissiste et industrielle comme on l'a vu par la suite. Et voilà, donc ça a aussi donné comme legs quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une photo qui a été prise, je pense que c'est une des dernières qui a été prise par cette sonde-là le 14 février 1990. Donc on l'appelle le pale blue dot, donc le point bleu pâle. Et c'est une photo qui contraste avec celle qui avait été prise au moment d'Apollo où on voyait un lever de terre depuis la Lune, qui est une photo qui a été reprise beaucoup, où là c'est une photo humaine, on voit cette terre émerger beaucoup plus près de nous, mais là le point bleu pâle, on est déjà dans une autre perspective. Donc finalement la sonde Voyageur, c'est ça aussi, c'est nous montrer la Terre vue par les extraterrestres. Donc finalement il y a un exercice réflexif, on se regarde nous-mêmes mais vu de loin. C'est une photo qui a été prise là par un robot, mais c'est un point minuscule qui a dû être retravaillé pour être vu. Donc c'est le point le plus éloigné de la Terre. La photo a été prise, donc on était à 6 milliards, en tout cas, très grande distance, je sais plus exactement, je pense 6 milliards de kilomètres. Et puis Carl Sagan en a profité pour dire, regardez, c'est ça notre foyer, c'est ça chez nous, et pour faire comprendre la fragilité, la vulnérabilité de la Terre, et puis aussi son unicité d'une certaine manière. Son insignifiance aussi, disent des esprits un peu plus cyniques. Placez vos petits soucis en perspective. On n'est pas si important que ça. On n'est pas si important, puis en même temps, ce qu'on a est précieux aussi. Ouais. Parce que sur cette photo-là, effectivement, c'est la plus éloignée qui peut être prise parce que la Terre est réduite à 1 pixel. 1 pixel, puis après ça, je crois qu'il est même en dessous, 0.6 ou... Ouais. C'est ça. Ouais. Inférieur. La Terre ne fait même pas le pixel au complet. Oui, c'est ça. Donc, faites juste reculer encore un peu. C'est un exercice d'humilité à ce moment-là. Là. Ouais. C'est dans, justement, l'esprit de cette expérience-là, c'est-à-dire un exercice d'humilité, un exercice aussi, les concepteurs des disques parlaient du développement d'une conscience cosmique. Donc, d'essayer de se penser nous-mêmes, mais à l'intérieur de cet univers qui est complètement immense. Là. Et justement, ça a été vraiment l'ambition qui a animé cette mission-là. Contrairement, justement, comme dire Sandrine, à ce qui est venu avant et après. Là. Donc, dans ce sens-là, ça vaut la peine d'avoir une pensée pour cette sonde, justement, qui est en train de nous envoyer ses derniers signaux, parce qu'elle nous rappelle aussi une époque de l'exploration spatiale qui est révolue pour l'instant, disons. Là. Et aussi, je pense que tu parlais de New Horizons, aussi, voir quelque chose de comparable fait plus récemment, et on voit tout de suite des contrastes assez importants là, dans les messages qui sont envoyés. Là. Ouais, effectivement. Ouais, New Horizons, c'est ça. Il y avait 2 drapeaux américains qui étaient envoyés, une pièce de monnaie de la Floride. Donc ça, c'est une mission, c'est 2016. Ouais, c'est ça. Donc on est déjà dans autre chose. Et puis des discours, je pense. Oh oui, puis aussi il y a eu plus de 400 000 noms, donc qui sont les personnes qui ont financé une partie de la sonde. Donc on est sur quelque chose de très centré. Ah, je savais pas ça. C'est très New Horizons, c'est la sonde qui a croisé Pluton en 2016, qui nous a renvoyé des images absolument fabuleuse de cette planète-là qui
en était une au moment où on a lancé la sonde, mais qu'il n'y en était plus une officiellement au moment où elle est croisée Pluton. Mais je savais pas qu'il y avait collé du stock aussi. Donc, si. Donc, il y a 9 artefacts, il y a 434 000 noms sur un disque compact, des photos de l'équipe qui a battu la sonde, 2 drapeaux américains, une pièce de monnaie qui célèbre la Floride. Ouais. Donc, donc on est dans quelque chose de bien différent. C'est un selfie. Moins noble. C'est ça. Un peu plus nombriliste d'une certaine Amérique. C'est triste des États-Unis. Non, mais oui, mais en fait, on le présentait pas pour que ça soit triste, mais pour mettre en valeur justement l'incroyable message qui était porté par Voyager, si on compare à ce qui a été fait avant ou ce qui a été fait après. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi autour de Voyager, c'est que ça a été vu comme une expérience de pensée. Donc, c'est pas juste de l'avoir fait, c'est que la conversation a continué, comme tu disais, Sandrine, sur presque 50 ans maintenant. Et la question qui revient constamment, c'est si on avait à le refaire aujourd'hui, dans l'état actuel de nos débats sociaux, de notre vision, qu'est-ce qu'on ferait de différemment? Et il y a des idées quand même assez intéressantes là, qui sortent de ça. Une de ces idées-là, c'est de dire, en fait, Voyager avait une ambition encyclopédique, c'est-à-dire sur le disque, par exemple, ils avaient de la place pour 90 minutes de musique et ils ont essayé d'entrer la plus grande diversité possible de musique du monde sur ces 90 minutes-là. Mais évidemment, ça peut pas tout représenter et on n'aurait pas à avoir 90 heures ou 900 heures. Le problème serait le même. Le problème serait le même. Il y aurait toujours des gens qui sont pas représentés. Et justement, il y a une anthropologue, Sarah Loar, qui, elle, dit, en fait, c'est l'approche qui devrait être changée, c'est-à-dire au lieu d'essayer de tout couvrir et de tout dire, c'est de leur communiquer quelque chose qui est plus fondamental à nous, c'est-à-dire notre volonté de créativité, de faire en fait du disque une sorte d'énigme, une invitation à jouer. Elle dit, c'est ça qui communiquerait le mieux l'essence de l'humanité, d'envoyer quelque chose d'abstrait, par exemple, ou vraiment qui amènerait les gens, les extraterrestres, à se creuser un peu les méninges en disant, c'est quoi cette espèce-là qui essaye de nous piéger ou de nous... Puis ça rendrait les contenus moins figés aussi. C'est un peu la critique qui avait été faite sur le fait d'utiliser des photos. C'est sûr que c'est l'humanité à un moment extrêmement précis. Ça fige des réalisations qui sont beaucoup plus dynamiques dans nos manières d'être ensemble. Donc le jeu, la dimension ludique permettait ça aussi, la dimension coopérative et ouverte. Et donc ça reflète vraiment des changements dans notre manière de concevoir la culture. Un autre élément intéressant aussi qui a été noté, c'est que on ne voulait pas représenter la guerre, la souffrance, la pauvreté, des choses comme ça, mais non plus, il n'y a pas de représentation de la mort. Donc, la mort, elle a été occultée. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'images sur la procréation, la naissance, les enfants, etc. Mais ils ont associé notre finitude, finalement, au négatif. Alors que si vous voulez communiquer l'expérience humaine, c'est peut-être important. En fait. C'est au cœur de l'expérience humaine, le fait de la finitude puis la mort. Oui, et c'est pas nécessairement négatif comme la guerre ou quoi que ce soit. Donc ça, ils ont vraiment occulté ça, là. Et aussi, une troisième critique qui a été faite, là, c'est vraiment aussi de dire, écoutez, vous avez envoyé toutes sortes de pièces de musique. C'est un peu comme un musée. Vos disques sont disons, la création d'un patrimoine, mais beaucoup des gens qui sont représentés sur ces disques-là n'ont pas été consultés. Donc, la règle était de travailler avec des disques qui étaient disponibles commercialement. Donc, si c'était sur les tablettes, vous pouviez le prendre, mais ils ont envoyé de la musique, par exemple, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui avait été enregistrée par des musicologues, mais après ça, le disque devient comme un objet par lui-même, et ils ont juste été chercher la permission de la compagnie de disques. Mais la communauté de Papouasie-Nouvelle-Guinée elle-même avait aucune idée que ça a pris en fait 20 ans avant qu'elle sache que sa musique était partie vers les étoiles. Là. Donc là, il y avait comme un inconfort, un peu de... un malaise. Et maintenant, il la réclame. Il réclame des droits. En fait, élément un peu ironique, c'est que la communauté dit, mais... notre musique a été imprimée sur un disque doré, donc ça doit valoir cher. Donc, il y a ils veulent des redevances en conséquence. Là.
Alors qu'il n'y avait pas de velléité commerciale derrière. Là. Donc, ouais. Mais c'est intéressant effectivement d'avoir suivi tout le cheminement de cet artefact autour du disque d'or qui fait encore parler de lui, y compris jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec ce genre de revendications en termes de culture. Notre musique a été envoyée dans l'espace, on l'a pas su. Ouais. Donc, oui, on peut avoir des critiques, mais quand on compare, disons, à l'histoire de notre présence dans l'espace, ben c'est quand même une petite fenêtre très encourageante, très positive, où l'humanité a essayé de tendre la main, disons, vers d'hypothétiques voisins, là. C'est une magnifique initiative. D'ailleurs, les contenus des disques sont disponibles. Hein. Vous allez sur Internet, sur YouTube. Les contenus sont même disponibles sur les plateformes de diffusion en continu si ça vous intéresse. Vous pouvez entendre toutes les chansons qui ont été incluses sur les disques, les fameuses déclarations aussi dans une cinquantaine de langues. Exact. C'est la même phrase là qui est dite dans plusieurs langues. C'est une salutation à des formes de vie éventuellement autres. Ceci dit, en toute honnêteté, si on devait refaire ça aujourd'hui, un des problèmes qu'on aurait, ce serait de dégager un consensus parce que la multiplicité de voix qui se feraient entendre, de récriminations, certaines basées sur la rectitude politique, l'appropriation culturelle, l'appropriation culturelle, d'autres voix plus conservatrices. J'ose même pas imaginer le foutoir que ce serait. Il faudrait que quelqu'un tranche à un moment donné, puis prenne des décisions difficiles. Et ça reflète un peu l'état de notre débat, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, on a mis l'accent sur ce qui nous distingue les uns des autres, qui est absolument important, la diversité humaine, et on a laissé de côté l'autre versant, disons, des questions anthropologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous unit ensemble. Absolument. Et il y a toujours un balancement entre les deux, et évidemment, les deux questions doivent être posées. Et quand on envoie un objet comme ça, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'on a en commun. C'est votre job à vous, non, un peu, de trouver ces liens-là qui... Oui, absolument. Qui tissent un réseau entre les humains au-delà de leurs différences? Oui, un peu, oui. C'est-à-dire mettre en valeur la diversité, la reconnaître, etc., puis de voir qu'il y a une humanité commune aussi. C'est très beau. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous depuis septembre. Ça a été une très, très belle contribution. Tu as enrichi notre émission. Mais merci à vous pour l'accueil. C'est un moment très plaisant. On te souhaite bonne chance pour la défense de ta thèse de doctorat demain. Merci. Je vais pas mettre de pression. Là. Je sais que ça doit être un peu stressant, mais... À peine. Ouais. Martin, tu vas devenir un collaborateur régulier de l'émission à compter de janvier. Tu vas reprendre le flambeau donc, des mains de Sandrine, puis on va poursuivre un peu dans l'esprit de ces discussions-là qu'on a eues avec elle depuis 3-4 mois. Et merci beaucoup, vous deux, d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Joyeuses fêtes à toi. Surtout. Merci. Joyeuses fêtes. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a